Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Parce que le peuple, c'est le boss et Macron, c'est l'employé. Nous sommes dans une guerre hybride. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Là, moi, j'ai été très frappée, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. Nous sommes en guerre. Eh oui, la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette, elle parle de Crépol, la directrice de recherche au CNRS. On va en parler, bien sûr. Et auparavant, on va voir peut-être l'état de la France, oui, où on en est aujourd'hui, comment ça se passe. Et on a demandé à quelqu'un, un essayiste, un écrivain, qui est franco-marocain, Driss Ghali, qui va nous parler. Il n'est pas en France, il est au Brésil, et il va nous parler, effectivement, avec la distance, de ce qui se passe dans notre cher et doux pays, où il passe quand même 6 mois de l'année. Mais lui, il est extrêmement lucide, et c'est toujours passionnant. Et puis, qu'est-ce qui se passe en Algérie ? Qu'est-ce qui se passe au Liban pour les chrétiens d'Orient ? SOS Chrétiens d'Orient s'en occupe, ils ne sont pas les seuls. Et Marc Fromager va nous expliquer la situation en Algérie, la situation au Liban, où effectivement rien ne s'arrange quand il y a la guerre israélo-palestinienne, la guerre Hamas-Gaza et Israël. Et puis alors des nouvelles magnifiques, vous allez voir comment on va empêcher les vaches de polluer, c'est une grande invention d'Einstein. Comment un viol court mérite moins de sanctions qu'un viol long. Oui, vous allez voir, c'est intéressant. C'est évidemment les Suisses qui ont trouvé ça, ils sont formidables et ils sont géniaux. Et enfin, nous allons recevoir Sophie Grimbert qui va nous parler des témoins de Jéhovah, de sa vie. Son livre s'appelle « Une vie d'enfer », les témoins de Jéhovah. Elle nous raconte et c'est assez bouleversant, je dois dire. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, vous aussi. Nous sommes tous dans tous nos états et nous devons le rester, surtout en état de vigilance et en état de questionnement. Et nous allons être avec Driss Ghali. Driss Ghali que nous avons déjà reçu à plusieurs reprises et toujours avec plaisir, qui a écrit Français, ouvrez les yeux aux éditions de l'Artilleur et la contre-histoire de la colonisation française aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Bonjour Driss Ghali. Bonjour, merci de me recevoir. Écoutez, ravi de vous recevoir, Driss Ghali. Alors justement, on fait un peu, vous allez écouter, on va faire un petit tour de France justement, surtout parce que vous êtes loin, au Brésil, qui est aussi l'une de vos terres, mais la France aussi, le Maroc également. Tout de suite, écoutez d'abord cela. Sud Radio, Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Ça sent si bon la France, Maurice Chevalier, oui. En ce moment, je ne sais pas, Driss Ghali, ce que vous en pensez, mais ça sent un peu sulfureux, hein, ça sent le soufre, ça sent, je ne sais pas, le bois brûlé, ça sent beaucoup de choses, de Romans sur Isère d'un côté, avec l'inflation de l'autre, les sondages, la violence, l'insécurité, la France coupée en 2, en 3 ou en 10, on ne sait plus. Et cette espèce de, je ne sais pas moi, d'auto-insatisfaction qui ronge incontestablement la population, les esprits et les élites. Je dis élites avec un Z, bien sûr. Driss Ghali, qu'est-ce qui se passe dans notre cher et doux pays ? Bien, je pense qu'il y a deux choses en parallèle. Il y a une guerre de nos chères élites avec un Z sur le peuple, une guerre qui se traduit par l'inflation, par le démantèlement de la souveraineté, sans contrepartie. On a tout donné à l'Europe sans contrepartie, parce qu'on n'est pas plus fort à 27 ou 28, et l'Europe ne nous le rend pas. Ursula ne fait même pas semblant que la France a la bombe nucléaire. Elle nous traite comme elle traite un pays secondaire. Et il y a cette guerre des élites contre le peuple qui se matérialise par les discours lamentables de M. Dupond-Moretti, de M. Darmanin par rapport au mort de Thomas. Bientôt, on nous dira que c'est la faute de Thomas.
Ah oui, oui. Qui sont morts. Voilà. Et en fait, ça c'est le premier élément. Il y a une guerre globale des élites contre le peuple. Un peuple qu'il faut absolument dissoudre, détruire. Et attention, si ce peuple s'organise en milice, eh bien on va mettre 6 mois ferme, un an ferme, tout de suite en 24 heures aux suspects. Comme s'il fallait dissoudre ce peuple, comme si c'était un peuple qui n'avait le droit que de disparaître, sous l'inflation, sous la pauvreté, dans l'Europe, ou sous l'ensauvagement. Vous voulez dire, Driss Ghali, qu'en ce moment, on dit au peuple, vous avez une alternative devant que ce soit la violence, l'insécurité, l'inflation, le plus fumer de cigarettes dans les parcs ou en montagne, ou alors vous vous taisez, ou alors vous allez être non seulement en liberté surveillée, mais peut-être en confinement resurveillé. Oui, au fait, le peuple idéal, le peuple rêvé de nos élites avec un Z, c'est un peuple de victimes. Victimes de la racaille, victimes de l'inflation, victimes du Covid, victimes de l'Europe, victimes des Russes, victimes du... Voilà, au fait, ils veulent un peuple apeuré, sidéré, qui a peur, terrorisé. Parce que c'est le seul moyen de maintenir ce gouvernement de petits marquis au pouvoir, c'est d'avoir des gens qui ont peur pour leur vie, ou peur pour leur nourriture. Hein. Vous avez vu le prix de l'huile, du beurre et des choses comme ça. Et vous avez aussi une espèce de, comment dirais-je, le peuple français, en fait, est confiné depuis 30 ans. Ouais. Il est confiné derrière le chantage au nazisme. C'est-à-dire, on lui dit, si tu oses nommer ton agresseur, tu es fasciste, donc antisémite. Donc tu fermes ta gueule. Et là, il y a une bascule depuis peu, et ça les rend dingues. Et je voulais juste appuyer sur un autre point. Il y a aussi la révélation à la masse, je pense, j'espère, qu'il existe en France non pas une guerre civile, on n'y est pas encore, grâce à Dieu. Oui. Il y a une insurrection des banlieues, même si c'est un peu stigmatisant, qui vient de déborder. Les égouts viennent de déborder, ils ont débordé à Romans-sur-Isère. Ouais. Il y a une insurrection, il y a des gens qui veulent en découdre et qui veulent imposer un nouvel État, un nouvel statu quo. Ça, le gouvernement, il s'en fichait parce qu'il s'en accommodait, parce que ça rentrait dans la guerre contre les Français. Les racailles terrorisaient les Français, tant pis pour eux, ils n'ont qu'à la fermer, et s'ils la ramènent, ce sont des fascistes. Ça marchait très bien depuis 30 ans. Ouais. Le service public aidant, l'école publique aidant, et nos chers intellos de Saint-Germain-des-Prés aidant. Là, ça vient de basculer. Parce que là, les Français ont ouvert les yeux pour dire qu'il y a un ennemi intérieur qui veut quelque chose. Ouais. Et vous pensez que Romans-sur-Isère a été peut-être la goutte d'eau, non pas qui a fait déborder le vase, mais qui a fait qu'un certain nombre de gens se rendent compte que quand quelques personnes vont en expédition pour tuer du blanc, ou en tout cas se faire des blancs, il y a quelque chose de pourri dans le royaume, non pas du Danemark, mais de la France. Oui, au fait, le motif raciste est évident, et les médias n'ont pas pu le cacher. Puis la violence est un langage, et la violence a crié une vérité que les gens lucides et les ostracisés comme nous avons vu depuis longtemps. Ouais. Et là, même les gens qui sont dans le système, dans le mainstream, qui ont des carrières, des réputations et tout ça, ils sont obligés de voir la vérité. Enfin, ils ont tué des gens gratuitement, des innocents, parce qu'ils étaient blancs. Donc là, il y a une insurrection. Cette insurrection, soit elle est réglée maintenant, soit elle peut conduire à la guerre civile. Ouais. Et on voit très 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 bien. D'ailleurs, vous avez vu, on a pendant 5 jours, on n'a pas dit les noms, alors comme si ça changeait quelque chose. Et puis on a vu, on en parlera dans cette émission, effectivement, un certain nombre de médias, un certain nombre de 10 journalistes entre guillemets et autres élites qui ont dit n'importe quoi. Mais Driss Ghali, allons plus loin. Quand vous dites cette espèce de management par la peur que vous dites exister effectivement depuis 30 ou 40 ans, est-ce que c'est ce pouvoir, parce que ils s'en rendent compte, ils sont pas plus aveugles que d'autres, est-ce que c'est absolument voulu, est-ce que c'est la volonté qui existe depuis d'ailleurs des millénaires, hein, Thucydide en parlait déjà, de se maintenir au pouvoir à tout prix et quoi qu'il en coûte? C'est ça ou c'est autre chose? Ou c'est l'Europe? Ou c'est messieurs Gates, Schwab et Soros et compagnie? C'est difficile de dire s'il y a une conspiration. En tout cas, il y a... pas de conspiration, mais... Oui, allez-y. Oui, non, c'est pas une conspiration, mais... Enfin, s'il y a un plan, en tout cas, il y a... Au fait, il y a deux choses en même temps. Vous avez une bande de naïfs, ultra diplômés
et surpayés surtout, surpayés, payés à avoir tout faux tout le temps. Ouais. Ceux-là, ils croient dans la diversité heureuse. Ouais. Ils croient que ils sont restés à Black Blamber 1998. Ouais. Ils voient le monde comme ça. Ils croient que malheureusement des joueurs de foot c'est 1 sur 1 million et la vie n'est pas un match de foot. Oui, ils sont restés à Black Blamber et touche pas à mon pote. Voilà, tout va bien. Voilà, touche pas à mon pote. Ils en sont restés là dans cette espèce de climat de boîte de nuit, première partie de boîte de nuit, tout va bien. Ouais. Et donc ceux-là, ils y croient vraiment. Et puis vous avez un accommodement de la part du gouvernement qui a compris tout son intérêt à lâcher la racaille sur le peuple honnête issu de l'immigration qui est opprimé et le peuple de souche qui est opprimé. Parce que le voyou qui crée les incivilités ou qui fait le terrorisme du quotidien comme à Crépol, c'est quelqu'un qui détruit le moral du Français et qui lui rappelle que c'est une victime. Et quand on est une victime, quand on n'est plus un homme, eh bien, on ne fait pas la révolution. Parce que les sans-culottes de 1789, ils n'étaient pas déprimés, hein. Ils avaient faim. Là, vous avez un peuple qui commencera à avoir faim avec l'inflation et un peuple ultra déprimé parce qu'il est dévirilisé chez lui. Vous savez ce que c'est que ne pas pouvoir casser la gueule à quelqu'un qui vous parle mal au métro ou qui regarde votre femme mal dans le métro? Vous n'êtes plus rien. Et c'est une violence psychologique qui est faite au peuple français. Et j'accuse très modestement les élites intellectuelles françaises de ne pas vouloir prendre en compte cette maltraitance psychologique. C'est un peuple qui est prisonnier chez lui. Et vous avez vu, dès que le peuple français essaie de s'unifier, parce que quand on s'unit, on est plus fort. Tout de suite, les sortent, ils oublient le laxisme, hein, pendant 24 heures, ils mettent 1 an de prison ferme. Oui, 1 an de prison ferme, oui, c'est vrai. Alors que pour tout le reste, quand on brûle et qu'on viole et qu'on truc pas, il y a des prisons avec sursis, hein. Beaucoup. Mais en fait, Driss Ghali, ce que vous voulez dire, il y a quelque chose de très important, je crois, dans ce que vous dites. Si je résume bien, peut-être en schématisant, est-ce qu'il n'y a pas une racaille d'en haut qui encourage et tolère, mais même qui encourage la racaille d'en bas? Ah oui, c'est sûr. En fait, il y a. En fait, tout ça c'est permis. Bien sûr, tout ça c'est permis parce que nous avons détruit les hommes. Parce que nous ne sommes pas opprimés par les nazis de 1940. Il n'y a pas de tanks dans Paris. Parce que le Troisième Reich, c'est le mal absolu, mais au moins ils avaient des armes. Là, nous sommes opprimés par des racailles à 2 neurones influencés par le cannabis et qui vivent chez leurs parents. C'est ça notre drame, notre blessure narcissique. Et nous sommes opprimés par en haut par des petits marquis semi-éduqués. Parce qu'on n'a pas affaire à Raymond Aron, à Pompidou, à De Gaulle, à Coupe de Burville. On a affaire à vraiment au second couteau qui sont là arrivés au pouvoir par hasard. Je ne citerai pas de nom. Et pourquoi? Parce que nous l'avons permis. Parce que notre système dévitalise les hommes et les femmes. Parce que si moi, maintenant, demain, un type me parle mal dans le métro et m'insulte, si je lui rends le coup, moi, je vais en tôle. Pas lui. Et c'est ça qui est terrible. Mais juste, Driss Ghali, à votre avis, pourquoi, au nom de quoi, encourage-t-il, parce que vous dites très bien, il laisse faire effectivement les voyous, s'attaquer au peuple, s'attaquer en toute impunité. C'est voulu pour maîtriser ce peuple, et d'un côté le narratif Covid, et de l'autre côté le narratif insécurité, pour les laisser dans un état de sidération et de terreur. C'est ça le but? En tout cas, ça marche très bien pour eux. Là, il y a eu là, ils risquent de perdre le narratif. Parce que là, avec Crépol, on a quand même vu le sacrifice des enfants. On tue des jeunes qui n'ont rien demandé à personne. Enfin, franchement, c'est pas un casier vierge, ils étaient en famille, ils n'étaient pas à bord de bagnole, ils faisaient pas de rodéo, voilà. Là, peut-être, hein, c'est pas gagné. Peut-être qu'ils ont perdu le narratif, parce que il n'y a aucune justification, on peut pas expliquer ça, hein, par les inégalités, par voilà, il n'y a aucune explication. C'est le mal absolu et la haine raciale. La haine raciale, ça elle est évidente. Au fait, ce qui se passe, c'est que l'establishment décadent qui nous gouverne, il était dans sa zone de confort. C'est-à-dire que plus d'immigration, c'est-à-dire plus de vote à gauche, parce que les immigrés, une fois naturalisés, ils votent premier tour Mélenchon, second tour Macron.
Voilà. Rappelez-vous, Mélenchon, il a dit « Je vote Macron 3 fois lors du soir du premier tour ». Donc c'était au Pays-Bas. Tout va bien. Ouais. La manipulation du corps électoral par l'immigration de masse. Et on dit qu'on est en démocratie. On n'est pas en démocratie. C'est pas une démocratie quand on manipule le corps électoral en important les futurs électeurs. C'est juste n'importe quoi. Ouais. Deuxième chose, vous aviez un peuple français qui s'était déjà résigné à sortir de l'histoire. C'est-à-dire, je quitte les centres-villes, je quitte les banlieues, je vais à Crépol, je vais à Béziers, je vais le plus loin possible. Et même là, on le retrouve. Et même là, on l'attaque. C'est ça. Et même là, on l'attaque parce que là, au fait, il y a un effet de boule de neige. Il y avait une insurrection des banlieues. Parce que quand on attaque un commissariat de police, c'est pas qu'on a faim. Non. Quand on tue un journaliste ou on lui défonce le crâne à Reims il y a 2-3 ans, c'est pas parce qu'on a faim. Parce qu'on est en insurrection. Cette insurrection, elle s'est tellement enhardie maintenant qu'elle attaque elle quitte son territoire naturel. Donc là, effectivement, il y a une bascule. Ouais. Il y a une vraie bascule et une bascule qu'on va suivre parce que vraiment c'est... Merci pour votre analyse, Driss Ghali. Ça fait du bien d'avoir des gens lucides. À très bientôt. Je peux rajouter un point? Oui, allez-y. Juste pour dire qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ne pas non plus tomber, parce que quand on ouvre les yeux, on peut se radicaliser un peu et tomber dans tous les musulmans, tous les immigrés sont des criminels ou des citoyens en puissance. On l'a pas dit aujourd'hui, mais il faut quand même qu'on arrive à rester humaniste. Et l'humanisme que j'appelle de mes voeux, c'est pas l'humanisme de celui qui se fait rosser par le violent, c'est l'humanisme de celui qui reconnaît dans autrui une part d'ombre, une part de lumière. Nous avons tous une part d'ombre, une part de lumière. Et jamais nos frères et nos sœurs musulmans de France, il y a une part d'ombre et de lumière. Il faut qu'on leur dise, regardons ensemble la part d'ombre et de lumière. Tout à fait. Et il ne faut pas chosifier ni une communauté, ni des gens. Il n'y a pas de faire des généralisations est toujours aussi imbécile que ceux qui s'attaquent justement à des gens sans défense, etc. C'est complètement imbécile. Merci. À très bientôt. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio André Berkoff. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Un merveilleux poème de Paul Faure chanté par Georges Brassens. Alors, où en est le « Je vous salue Marie » en Orient, dans cet Orient compliqué que De Gaulle voulait cingler, vers lequel De Gaulle cinglait avec des idées simples. Marc Fromager, bonjour. Marc Fromager, est-ce que vous êtes avec nous, au moins au téléphone? Et non, je n'ai pas Marc Fromager. On a un problème, on ne l'a même pas au téléphone. Ça, c'est un peu embêtant, parce que il y a un vrai problème de... Allô? Ça y est? Ah ben voilà, on vous a pas perdu, Marc Fromager. On vous cherchait, non pas désespérément, mais voilà. Bonjour, vous êtes directeur de l'information pour l'association SOS Chrétien d'Orient. Vous m'entendez ou pas? Vous nous entendez, Marc Fromager, ou pas? Allô? Oui, allô? Je vous entends, moi, mais apparemment, vous ne m'entendez pas. Ça y est, je vous entends. Ah, écoutez, nous avons eu 30 secondes d'angoisse. Vous m'entendez bien, là? Je vous entends bien. Est-ce que vous me voyez? Non, mais écoutez, laissons pour le moment l'histoire du Zoom. Nous allons parler au téléphone et on verra. Est-ce que c'est compliqué pour nous de vous parler avant le Zoom? Marc Fromager, on voudrait parler de la situation des chrétiens d'Orient. Et l'Orient, il est vaste, il est large, notamment en Algérie. On parlera aussi du Liban. L'année dernière, en 2022, l'Algérie a fermé au moins 16 églises en continuation des fermetures depuis les confinements de la Covid en 2020. Il y a certainement de problèmes, et puis, ça s'est aggravé avec effectivement ce qui se passe depuis le 7 octobre entre Gaza et Israël, entre le Hamas et l'État israélien. Mais la situation des chrétiens en Algérie, je crois qu'elle est compliquée depuis... Est-ce qu'on peut dire depuis la fin de la guerre d'Algérie, depuis l'indépendance, ou bien ça date de plus récemment, Marc Fromager? Alors, en fait, il faut savoir que il y a eu des chrétiens en Algérie. La terre algérienne a été chrétienne pendant des siècles. Elle était chrétienne avant, depuis 2000 ans, ou presque, quoi.
Non, c'est ça. Avant l'arrivée de l'islam, la figure emblématique, c'est Saint Augustin, bien sûr. Bien sûr. Un grand docteur de l'Église. Et depuis, effectivement, le christianisme a disparu, n'est revenu que avec l'arrivée des Français, même s'il y a eu quelques Espagnols et Italiens sur la côte. Cela étant, la France a toujours eu, on est à la fin du 19e siècle, avec des lois républicaines assez anticléricales, l'idée dès le départ que les missionnaires catholiques ne devaient pas faire de prosélytisme, pas d'évangélisation, et donc les catholiques, les chrétiens en Algérie étaient européens et non pas d'origine algérienne. Ah oui, vous voulez dire que la mission, la colonisation, disons à l'époque, disait qu'il ne fallait pas il fallait pas convertir, quoi, c'est ça? Exactement. Et on a retrouvé ça un peu partout dans le Maghreb. Par exemple au Maroc, où le maréchal Lyoté même interdisait aux Européens de rentrer dans les mosquées. Donc ça allait assez loin, cette espèce de séparation. Bon. Depuis l'indépendance, bien sûr, la plupart des Européens sont partis. Et donc il ne reste plus beaucoup de chrétiens dans ce pays. On sait à peu près combien, Marc Fromager? On a une idée, sans être totalement précis, du chiffre de chrétiens qui sont encore là? Alors officiellement, c'est quelques milliers, voire quelques centaines. Ce sont, en tout cas pour les catholiques, c'est-à-dire des Européens, le clergé, des religieuses. En revanche, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu tout un phénomène de conversion au christianisme de la part d'Algériens, et ça essentiellement du fait d'églises protestantes qui se sentent moins, comment dire, soumise à une espèce de cette loi non dite de séparation un peu totale entre communautés. Et là, on parle de plus de 200 000 Algériens qui sont devenus chrétiens ces dernières années. Donc c'est un véritable phénomène qui date à peu près de quoi, des 10 dernières années, des 20 dernières années, on peut dire. Oui, c'est ça, les 3 dernières décennies, avec une montée en puissance. Alors, il s'agit essentiellement des Kabyles, et donc pas des Arabes. Vous avez des Arabes algériens qui se convertissent, mais essentiellement, il s'agit des populations kabyles, c'est-à-dire les populations autochtones, originaires du pays, avant l'arrivée des Arabes, qui ont emporté l'islam avec eux. Et en fait, les Kabyles savent que autrefois, ils ont été chrétiens. Et peut-être que ça facilite les choses. En tout cas, il y a un véritable phénomène de conversion, ce qui, évidemment, inquiète un peu les autorités algériennes, ce qui doit expliquer sans doute ces mesures régulièrement de fermeture d'églises, et en tout cas de contrôle assez ferme de ce phénomène. Alors justement, est-ce qu'il y a, à part les fermetures d'églises dont on parle, est-ce qu'il y a, je dirais, peut-être pas de persécution, mais des pressions, est-ce que la vie de ces gens-là, y compris des convertis dont vous parlez, est-ce qu'elle est rendue plus difficile, ou il y a quand même une coexistence? Comment ça se passe aujourd'hui? Alors, il y a des endroits où la situation est bien plus compliquée. Je pense à l'Arabie Saoudite ou à l'Iran. D'une manière générale, dans les pays à majorité musulmane, la conversion est impossible. Théoriquement, on n'a pas le droit de quitter l'islam. Oui, l'apostat est condamné à mort, il mérite la mort, est passible de la peine de mort en tout cas. Voilà. L'apostat. Théoriquement, l'apostasie, c'est le fait de quitter sa religion, donc le fait de quitter l'islam, est puni de mort. Alors ça ne se passe pas toujours comme ça, heureusement. Alors en Algérie, disons qu'il y a un contrôle, on l'a dit, cette fermeture d'église, etc. Cela étant, il y a une espèce de tolérance néanmoins. Il n'y a pas 200 000 convertis qui passent totalement sous les radars. C'est-à-dire que les autorités savent, mais tant qu'ils restent dans une certaine discrétion, tout va bien. La difficulté, ça ne va pas être uniquement qu'avec les autorités politiques, mais avec la famille, tout simplement, donc le milieu social. Et c'est là où souvent les choses vont être plus compliquées. Est-ce que ça va jusqu'à la violence, peut-être dans certains cas, mais pas, ou en général il y a de la tension, bien sûr, mais est-ce ça peut déboucher sur la violence comme on a vu dans certains pays?
Oui, alors en Algérie, normalement, ça se passe quand même plutôt mieux que ce qu'on pourrait attendre, effectivement, dans ce genre de contexte. D'accord. Moi, je n'ai pas connaissance de persécutions violentes ou d'assassinats. Oui, bien sûr. Mais je pense que aussi l'ampleur du phénomène. Alors, bon, l'Algérie, c'est plus de 46 millions d'habitants, donc 200 000, c'est quand même une toute petite minorité, mais c'est pas anodin non plus. Et donc, l'ampleur, néanmoins, même si elle est marginale de ce phénomène, doit certainement les protéger aussi quelque part. Oui, en tout cas, c'est intéressant à suivre et c'est vraiment tout le problème, effectivement, de la coexistence qui existe. Et au Moyen-Orient, c'est plus aigu qu'ailleurs, mais dans toutes les parties du monde, il y a ces problèmes. Mais je voudrais aller dans un autre pays que nous connaissons bien, et qui est le Liban. Je rappelle que le Liban, il y a encore une soixantaine d'années, il y avait encore une très forte population chrétienne. Il y a toujours une très forte population chrétienne, au point que le Liban, il faut le dire, est le seul pays du Moyen-Orient, du pays arabe du Moyen-Orient, où le président est un chrétien maronite, je le rappelle. Le président du Conseil est un musulman sunnite, et le président de l'Assemblée nationale est un musulman chiite. C'est l'unique pays du genre. Et aujourd'hui, alors on sait, il y a eu tout ce qu'il y a eu, la guerre de 15 ans, la guerre civile, etc. Aujourd'hui, où on en est exactement avec le 1,5 million de réfugiés syriens aussi, il faut en parler, où on en est aujourd'hui, Marc Fromager, au Liban, pour les chrétiens? Alors, le Liban, effectivement, était majoritairement chrétien jusqu'à une cinquantaine d'années. Et donc, évidemment, ça donnait une coloration particulière à ce pays. Ne serait-ce que, d'ailleurs, en termes d'insertion régionale. Je vous rappelle, par exemple, que le problème palestinien date du moment de l'indépendance d'Israël, donc la fin des années 40. Oui, 1948, Beaucoup de Palestiniens se sont réfugiés en Jordanie, et en 1970, les Jordaniens se sont rendus compte que les Palestiniens étaient en train de créer un État dans l'État et les ont chassés. C'est septembre noir, septembre 70, et ils auraient pu aller n'importe où. La plupart de ces Palestiniens étaient musulmans, ils auraient pu être accueillis en Arabie Saoudite, qui avait les moyens financiers de les accueillir. Or, le seul pays qui les a accueillis, c'est le Liban, qui était majoritairement chrétien. Parce qu'il faut rappeler, pardon Marc Fromager, vous avez tout à fait raison de rappeler cela, c'est que les autres pays arabes n'ont pas voulu accueillir les Palestiniens. Ah ben absolument pas, et encore aujourd'hui. Regardez la population de Gaza, même l'Égypte n'en peut pas, l'Arabie Saoudite ne fait pas signe, enfin, personne n'en veut. Et ils ont été accueillis au Liban, notamment la plupart des camps palestiniens sont sur des terres qui appartiennent à l'Église au Liban, et ce qui devait se produire en Jordanie finalement s'est produit au Liban, c'est-à-dire que 5 ans plus tard a commencé la guerre civile au Liban, notamment du fait des Palestiniens qui avaient créé un État dans l'État et dont on n'est pas sorti encore. Alors, le résultat aujourd'hui, 50 ans plus tard, c'est que la présence chrétienne a fortement diminué. Ce n'est plus un pays majoritairement chrétien. On pense qu'il y a encore 30% de la population qui est chrétienne. Alors le Premier ministre, je vous donne juste d'informations, c'est pas un chiffre exact, je ne sais pas. Dans une interview à L'Orient le Jour, le journal francophone du Liban, Najib Mikati, l'ancien Premier ministre, disait qu'il n'y a plus que 20% de chrétiens au Liban. Est-ce que ça vous paraît un chiffre logique, enfin vraisemblable ou pas, à votre avis? Alors dans ces pays-là, évidemment, les chiffres ont toujours une connotation évidemment politique importante, et les musulmans auront toujours tendance à minimiser le nombre de chrétiens. Un exemple, en Égypte, les autorités disent que 2 à 3% de la population égyptienne est chrétienne. En revanche, les Coptes orthodoxes, qui sont la majorité des chrétiens en Égypte et qui se basent sur le registre paroissiaux, et c'est assez précis, un registre paroissial, bien sûr, disent qu'ils sont 18%. Et donc, en fait, la majorité des observateurs font une moyenne, 18 plus 2 égale 20, divisé par 2, ça fait 10, et ça fait 30 ans qu'on dit que les chrétiens sont 10% en Égypte. En réalité, ils sont plus nombreux.
que ça. Mais les autorités ont toujours minimisé leurs chiffres pour leur dénier toute espèce de représentativité. Et est-ce que le fait qu'aujourd'hui le Hezbollah chiite effectivement à la mainmise, je ne dirais pas de tout le Liban, mais enfin est la force la plus importante, on le sait, plus importante que l'armée libanaise, pose plus de problèmes qu'avant aux chrétiens du Liban ou pas, et surtout avec ce qui se passe depuis le 7 octobre, d'après ce que vous savez, Marc Fromager? Il est sûr que le fait que les chrétiens aient perdu la majorité et soient de plus en plus en fait pris en étau entre les chiites du Hezbollah et les sunnites, qui sont plus au nord du pays, font que petit à petit, eh bien leur capacité à exister diminue avec le temps. Depuis effectivement l'opération à Gaza, il y a des bombardements récurrents dans le sud du Liban, des bombardements israéliens donc. Heureusement, le conflit qui aurait pu déraper et s'envenimer au Liban, pour le moment, reste en intensité basse. Mais effectivement, les chrétiens qui sont au sud du Liban se retrouvent dans des situations difficiles. Il y a des églises qui ont été bombardées. Alors nous, SOS Chrétiens d'Orient, on a une mission là-bas et on a des opérations d'ailleurs de distribution de colis pour les familles chrétiennes pour essayer de les aider à rester. Mais le Liban, globalement, de toute façon, va extrêmement mal depuis quelques années. Oui, économiquement et tout le reste, on sait. Une dévaluation de la lire libanaise qui ne vaut plus rien. Et donc c'est extrêmement difficile pour la plus grande partie de la population. C'est vrai. Le Liban souffre beaucoup depuis des années. En tout cas, vraiment, cette situation est extrêmement préoccupante, il faut le dire, pour beaucoup de gens, au-delà même des chrétiens d'Orient, mais vous vous en occupez et c'est très important. Merci Marc Fromager, merci de vos éclaircissements. Merci à vous. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On prendra toutes vos réactions après la publicité. À tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 12h48 sur Sud Radio, on est toujours dans Berkov dans tous ses états et on vous donne la parole au 0826 300 300, ça vous fait réagir. Raphaël nous appelle depuis Cachan en région parisienne. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour André, bonjour à tous. On vous écoute Raphaël. Oui, alors je me permettais de réagir suite à l'intervention de M. Fromager, qui a parfaitement résumé et précisé la situation. En indiquant, et je complète aussi, en indiquant que les problèmes dataient même du mandat britannique, puisqu'en 1937, la commission Peel n'avait pas su faire une partition entre les Palestiniens et les Israéliens de l'époque. Et en 48, effectivement, ça a été le grand rapt-tout où les Palestiniens ont pu faire corps de la cause. Et on oublie aussi que les Palestiniens ne souffraient pas de l'administration ottomane lorsque la Palestine était sous l'égide de l'Empire ottoman, ni lorsqu'ils ont été également administrés par l'Égypte. Et les États arabes aux alentours sont hypocrites puisqu'ils n'ont jamais vraiment soutenu la cause des Palestiniens parce qu'ils ont peur d'être renversés aussi à leur tour en fait. Oui, ça a failli se faire en Jordanie en 70. Voilà. C'était ça. Voilà. C'est ça. Et donc en fait, effectivement, l'information n'est pas traitée comme ça aujourd'hui dans les médias mainstream. Et c'est assez dérangeant l'histoire est tronquée. Elle n'est pas dite comme elle devrait être dite. Il n'y a qu'effectivement sur une antenne comme Sud Radio où on a des intervenants de grande qualité qui s'expriment sur des sujets en expert. Merci Raphaël et on continuera. Merci. Merci Raphaël pour votre appel. On a Sam qui nous appelle de Paris. Bonjour Sam. Oui, bonjour Sam. Oui. Bonjour André. Alors moi je suis un chrétien du Liban. Je suis né au Liban, j'ai vécu toute la guerre au Liban. Aujourd'hui j'ai 57 ans. Et je suis en France depuis 34 ans. D'accord. Donc j'ai deux interventions à faire. D'abord, quand vous avez parlé de la situation même actuelle du Liban et de la, faiblesse des chrétiens par rapport aux musulmans, il y a deux problématiques. Une problématique démographique,
puisque les familles chrétiennes ont, on va dire, eu 1,2 enfants par famille depuis des générations. Les familles musulmanes ont eu plutôt 7,6 pour résumer. Et en plus, donc, l'éducation aidant, les chrétiens, dès que la guerre a commencé, beaucoup ont pu émigrer à l'étranger, diplôme en main, en quelque sorte. En tout cas, bon, ça c'est la première. La deuxième, aujourd'hui, avec ce qui se passe au Liban, vous avez parlé du président qui est chrétien maronite, etc. Et ben, le problème qui se pose encore aujourd'hui, parce que je suis toujours en lien avec le Liban, évidemment, c'est le fait que les chrétiens, entre eux, n'arrivent même pas à se mettre d'accord pour choisir un président. Donc il n'y a pas que vous voulez dire au sein même de la communauté chrétienne, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour choisir le... D'accord, le président. Alors vous qui connaissez un peu, il y a le parti du général Aoun, les forces libanaises, etc. Le patriarche, et tout ce beau monde se tape dessus et on n'arrive pas à avancer, même entre chrétiens. Bon. Et d'ailleurs, la guerre la plus terrible qu'il y a eu au Liban, c'était la guerre entre l'armée libanaise et les forces libanaises. Donc entre le général Aoun et les milices chrétiennes de l'époque. C'est celle qui a été la plus ravageuse et qui a aujourd'hui, enfin, on en paye le prix encore aujourd'hui, tout en sachant que effectivement la guerre a commencé au départ parce que nous avons accueilli les Palestiniens, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, et que lorsque les milices chrétiennes ont commencé à dire attendez, un État dans l'État, ça ne va pas, malheureusement, on va dire les communautés musulmanes, qu'elles soient sunnites ou chiites, à l'époque c'était plus les sunnites, d'ailleurs les Mourabiyoun, ont choisi le camp des Palestiniens contre des Libanais comme eux. Voilà. Et ça, le deuxième parallèle que je voulais faire, c'est ce qu'on vit en France aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on accepte des États dans l'État, en quelque sorte, dans certaines zones, dans certaines banlieues, etc. Et le manque vous dites qu'il y a une libanisation de la France pour vous ? Moi, j'ai une inquiétude. Je vous dis, j'ai quitté le Liban il y a 34 ans. Je me demande si je ne vais pas, avant de partir à la retraite, organiser le départ de mes enfants et de ma femme qui est française, que j'ai épousée ici. Parce que on est même à Paris, on vit à Paris. L'insécurité augmente d'une manière évidente. On peut plus sortir. Les enfants ne peuvent pas rentrer seuls à la maison le soir. On est obligé d'aller les chercher. Enfin bref, on est en train de vivre quelque chose qui me rappelle malheureusement ce que j'ai vécu là-bas, principalement le manque d'unité d'une part et d'autorité. Eh oui. Mais merci de votre témoignage, Sam. En tout cas, c'est intéressant et vraiment, je dis ça aux auditeurs résistants Sud Radio, à tous, appelez-nous et témoignez, et nous sommes là aussi, évidemment, pour vous écouter et pour réagir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oui, au bal masqué, oui. Alors pourquoi ? Parce que je vais vous dire ce qui se passe en ce moment. Ursula von der Leyen, vous savez qu'on en parle beaucoup d'Ursula von der Leyen, l'extraordinaire présidente de la Commission européenne, que le monde entier nous envie, Ursula, et Bourla aussi évidemment, et ses relations avec Bourla magnifiques. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour lutter contre la pollution ? Il faut trouver, des députés européens ont trouvé. Il faut mettre du masque sur le museau des vaches. Oui, messieurs, mesdames. Voilà, écoutez, c'est une vache que nous avons interviewée à Sud Radio ce matin, le correspondant particulier. Il réagit. Alors, dites-moi, madame la vache, que pensez-vous du port du masque en méthane ? Je ne sais pas si c'est une approbation ou une dénégation. En tout cas, il paraît que les masques au méthane, 76 millions de bovins européens seraient, d'ailleurs, quel formidable pour les fabricants de masques en méthane, magnifique. Alors voilà, pourquoi ? Parce que ces masques convertiraient le méthane produit par les rots des vaches. Et oui, les vaches rotent. Oui, comme vous savez, les vaches pètent et les vaches rotent. Et ça nous fait un problème terrible en CO2, etc. et trou du coche d'ozone, j'allais dire d'autres choses. Donc, voilà, utilisation obligatoire des masques anti-méthane. Je ne sais pas ce qui va se faire. Vous imaginez, nous allons passer un peu partout, dans la campagne française ailleurs, on verra des vaches avec des masques. Mais remarquez, il y a bien eu des masques sur les veaux, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de masque sur les vaches. Voilà, c'était juste la perle du jour qui vous est offerte par la Commission européenne et les députés européens. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. La comédie musicale
La comédie musicale Roméo et Juliette. Vous allez me dire pourquoi vous parlez de Roméo et Juliette. C'est pas très nouveau, Roméo et Juliette. C'est éternel, Roméo et Juliette. Mais je vous en parle, je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a eu, je crois hier ou avant-hier, sur la chaîne Arte, la chaîne franco-allemande Arte, vous savez ce qu'il y a eu, on va pas revenir à Crépol, vous savez l'assassinat du petit Thomas, 16 ans, un rugbyman, jeune rugbyman. Vous savez ce qui s'est passé, les réactions à Romans-sur-Isère, la polémique qui s'en est suivie, le flot et le tsunami de mots de tous les côtés. Et puis, il y a les plateaux de télévision où il y a des éditorialistes qui salivent. Certains disent des choses très intéressantes et d'autres, soyons clairs, j'avoue, j'en ai bavé, pas vous, et ils bavent, et ils bavent. Et il bave. Je ne parlerai pas d'un certain journaliste de France 5, enfin journaliste, si on peut appeler ça journaliste. Passons pour expliquer que ce n'est rien, tout ça, ce n'est rien, c'est une petite chose, un fait divers, sur mot. Oh, écoutez, et puis sur Arte, nous avons entendu Madame Isabelle Vera-Masson. Madame Isabelle Vera-Masson est directrice de recherche au CNRS, au Centre National de la Recherche Scientifique. Eh bien, voici ce que disait hier, sur le plateau d'Arte, Madame Isabelle Vera-Masson, historienne et sociologue des médias. Écoutez. Alors moi j'ai été très frappée, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rixe avec deux familles. Roméo et Juliette, des Montaigu et des Capulet. Des Montaigu et des Capulet, on est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste l'autre famille va chercher des filles. D'ailleurs il y a l'idée qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette démarche-là, ils se détestent, ils se cachent. Et puis finalement ça devait être au départ un petit truc sympa, un peu provocateur mais sans plus, et ça devient quelque chose de gravissime. Et il y a des combats, et bien évidemment on tire l'épée, parce qu'on tire toujours l'épée. Et on tire l'épée, alors là, c'est les couteaux, en ce qui compte maintenant, mais les couteaux existent depuis que les couteaux existent. J'imagine que c'est Moyen-Âge. Oui, il y a là une configuration, et quand même, bien évidemment, la différence entre les Montaigu et les Capulettes et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est d'abord qu'il s'agit d'un enfant. Ça, vous l'avez pas dit, mais ça me semble très important. Il a 16 ans, et le fait divers qui touche les enfants est toujours un fait divers d'un autre différent. C'était vrai au 19e siècle, c'est toujours vrai maintenant. Et en plus, il y a une montée en généralisation par le fait que, effectivement, l'extrême droite va se servir de ce fait divers banal dans un contexte politique. Alexandre Devecot, cette remise en perspective historique. Voilà ce que dit la directrice de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique, qui parle de faits divers banals, qui compare une bande de gens, elle compare à Capulet et Montaigu, des gens qui sont venus de Romans-sur-Isère pour se faire... Il y a 10 témoins qui l'ont dit, pour se faire du blanc, pour se faire des blancs, et puis il s'est passé ce qui s'est passé, un mort, 17 blessés, petit fait divers banal, oui, mais vous savez, ça a toujours existé, ça évidemment, et Shakespeare, elle parle de Shakespeare. Je veux dire, quand on arrive à ce degré de montgolfière peut-être, on ne sait pas où on est dans sa bulle, effectivement. Ah oui, mais évidemment, c'est un enfant de 16 ans, alors c'est déjà différent, mais, alors c'est magnifique. Elle dit attention, ce fait divers qui n'est qu'une petite truc banale va être évidemment exploité par l'extrême droite, bien sûr. Et c'est ça le problème, dit la merveilleuse et formidable fonctionnaire, directrice de recherche du CNRS. Voilà où on en est, Et quand on voit des paroles comme ça, directement venues de la planète Mars, ou de je ne sais quelle planète et quelle constellation, on retombe sur Terre et on retombe dans le réel. Avec la mère de Romans-sur-Isère. La mère de Romans-sur-Isère, Madame Vera, et qui, elle, eh bien écoutez, elle dit les choses. Elle dit les choses parce qu'elle voit les choses. Elle n'est pas dans le délire le plus total. Et voici ce qu'elle a dit au micro de RMC. Voici ce qu'elle rappelait et ce que veut la famille de Thomas. Parce que tout le monde parle à la place peut-être, ou à la place de la famille de Thomas. Voici ce qu'a dit la mère, MAIRE bien sûr, de Romans-sur-Isère. Écoutez. On a entendu parler de Rix. L'ensemble des jeunes qui étaient là, et des adultes, parlent tous d'attaque. Et lorsqu'on regarde et qu'on écoute aussi les témoignages, les différents témoignages, ils sont tous concordants, pour aller dans le sens de l'attaque. Deux choses. Les familles demandent deux choses. La première, c'est une fermeté sans appel
de la justice. Ça, c'est vraiment extrêmement important. La deuxième chose, c'est que le caractère raciste qui a été manifesté par ces attaquants soit pris en compte. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà, auditeurs de Sud Radio, résidents Sud Radio, vous avez écouté les deux discours. Le premier discours de la directrice de recherche du CNRS, évidemment, exploitation, etc. Et vous avez écouté ce que dit les mots très simples, très clairs et très directs de la maire de Romans-sur-Isère. Cherchez l'erreur. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, alors pour nous de vous présenter ce face-à-face aujourd'hui. André Berkov, vous recevez Sophie Grimbert, auteure de ce nouveau livre, Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour en sortir. C'est aux éditions Max Milo. Bonjour Sophie Grimbert. Sophie Grimbert, alors moi j'ai reçu votre livre, et avant évidemment de le lire, je regarde la couverture. Et je vois Sophie Grimbert, Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour en sortir. Mais alors, en sortir de quoi ? En sortir de qui ? Qu'est-ce qui se passe, une vie d'enfer ? Alors, est-ce que Sophie Grimbert a été au Biafra, au Vietnam ? Elle était à Gaza ? Est-ce que Sophie Grimbert, que faisait Sophie Grimbert ? Alors, expliquez-nous pourquoi, alors que ce livre, je le dis, il est passionnant, je le recommande, il est très bien fait, et puis c'est ce que vous avez vécu est terrible, enfin, vous avez quelque chose de très très poignant, et puis vous racontez effectivement ce que c'est qu'une secte, on peut dire quelque part, en tout cas, une organisation, on va parler la Watchtower et compagnie. Pourquoi ne pas nommer dès la couverture ? Alors ça avait été fait à l'origine, déjà bonjour Radio Sud et merci de me recevoir chez vous. C'était à l'origine, le titre c'était L'enfer de Jéhovah, voilà, parce que pas mon propre enfer. Et il se trouve que juste à la sortie du livre, je vais participer à une émission qui ne pouvait pas montrer la couverture parce qu'ils avaient peur d'être attaqués par cette société, par les témoins de Jéhovah, et donc l'éditeur a changé à la dernière minute. D'accord. Mais le titre, c'était L'enfer de Jéhovah. J'ai été élevée dans une famille de témoins de Jéhovah. Oui. J'ai grandi dans une famille de témoins de Jéhovah. Je me suis fait baptiser à 17 ans. Et je suis sortie de ce mouvement à 42 ans parce que j'en ai été exclue. Et dans le livre, je raconte pas à pas, donc tout ce que depuis l'enfance j'ai eu, des bons moments comme des mauvais moments. Et c'est vrai que c'était pas ce que j'avais prévu à l'origine, hein. J'avais plutôt proposé un livre qui démontait les dogmes jéhovistes. Et par rapport à la science, par rapport à plein de choses, des choses que j'avais un petit peu gardées sur le cœur. Et puis, quand l'éditeur a reçu le livre, il m'a plutôt proposé de réécrire ma vie depuis l'enfance. Votre histoire, bien sûr. Pour qu'on puisse me suivre d'anecdote en anecdote. Oui, et puis c'est important, parce que c'est vrai que vous racontez votre histoire, et votre histoire est très, très forte. Alors, justement, on est là, encore une fois, j'invite évidemment les auditeurs à se reporter à votre livre, mais qu'est-ce que c'est ? Alors justement, on a tous entendu parler de témoins de Jéhovah, tout le monde un jour a eu à sa porte, tout le monde, en tout cas beaucoup de gens qui tapaient à la porte, nous sommes les témoins de Jéhovah. Au fond, vous, avec le recul maintenant, puisque vous avez vécu une bien bonne partie de votre vie dans l'organisation, disons, comment peut-on définir les témoins de Jéhovah ? C'est quoi ? Alors, les témoins de Jéhovah sont le peuple, enfin, ils se considèrent comme le peuple de Dieu. Pour eux, Dieu... Le peuple élu de Dieu, c'est ça ? Voilà, le peuple élu. Alors donc, c'est compliqué. Il y a les 144 000 membres ouins qui monteront au ciel. Et puis, il y a la grande foule qui héritera du royaume de Dieu sur la terre. Là, j'utilise un vocabulaire jéhoviste. Donc, je comprends. Voilà. Non, mais c'est intéressant. Et les témoins de Jéhovah s'appuient sur toutes les prophéties bibliques et prennent la Bible depuis la Genèse jusqu'à la Révélation. Donc, ça fait 66 livres. Hein. Et ils se considèrent comme les chrétiens originels, donc ils retournent au christianisme originel en prétendant qu'Adam et Ève et que même Abel étaient le premier témoin de Jéhovah sur Terre. Ah d'accord, ils retournent à Adam et Ève. Oui, voilà, c'est-à-dire que pour eux, toutes les autres religions sont fausses, puisque Satan, le diable, qui a détourner les humains de leur perfection et qui ont été chassés du jardin d'Éden. Du paradis, donc tout ça est vraiment pris au pied de la lettre et d'une façon littérale par les témoins de Jéhovah. Et c'est expliqué d'une manière très, très construite, pas du tout. Enfin, vous avez des réponses à tout.
Et donc Satan ayant détourné la majorité des humains, les humains ayant perdu leur perfection qui avait été donnée par Dieu, évidemment par Ève, oui. Comme ça explique aussi beaucoup de choses. Donc leurs enfants ont hérité du péché. Et donc Jésus a dû sacrifier sa vie de fils de Dieu, venir sur terre et racheter le péché des humains. Donc voilà, tout ça vous est expliqué en long, en large et en travers, et c'est votre mode de vie. C'est-à-dire le mode de vie, c'est... Alors c'est quoi le mode de vie? Le mode de vie, vous voulez dire au quotidien? Oui. Alors comment ça se passe, le mode de vie au quotidien chez les jéhovistes? Alors déjà, moi je suis née, j'ai suivi mes parents, j'allais à la salle du royaume, donc c'est pas une église, ça s'appelle la salle du royaume. Oui. Donc c'est à hauteur Parce que vos parents étaient témoins de Jéhovah. Oui. Enfin, donc Voilà. vous avez, depuis l'enfance, vous avez baigné. Oui. D'accord. Oui, mais mon père était protestant, sa mère était protestante, ma mère était de famille catholique, et puis ils sont devenus témoins de Jéhovah 5 ou 6 ans avant ma naissance. Alors on va en parler après cette petite pause, parce que je voudrais savoir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est une conversion ou pas une conversion? Enfin, on va en parler. D'accord. Juste après cette petite pause, à tout de suite avec Sophie Grimbert. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour en sortir, aux éditions Max Milo. Le témoignage très très fort de Sophie Grimbert. Et on parlait justement des témoins de Jéhovah. Vos parents, dites-vous, s'étaient convertis avant votre naissance, c'est ça? Donc vous avez baigné depuis votre naissance, depuis votre enfance évidemment, là-dedans. Et je voulais qu'on parle du quotidien. C'est quoi le quotidien de personnes qui sont jéhovistes, qui croient effectivement, qui sont témoins de Jéhovah? Qu'est-ce que dans le quotidien ça donne quoi? Ça change quoi? Eh bien, c'est un mode de vie fondamentaliste, puisque tout est constamment baigné, entouré de directives et de principes bibliques, avec une interprétation bien sûr développée par rapport à chaque texte biblique. Et le mode de vie, ça va être donc la prédication, les réunions, donc qui ont lieu 5 fois par semaine. 5 fois par semaine. Alors 5 heures par semaine, pardon. 5 heures par semaine, oui. Mais donc ça fait 3 fois par semaine. Donc il y a le week-end, 2 fois dans la semaine. Et on se réunit en quoi? Entre communautés? Comme les catholiques vont à l'église ou les musulmans à la mosquée, c'est-à-dire qu'on va dans cette salle du royaume qui est le lieu de culte des témoins de Jéhovah. Ça s'appelle salle du royaume. Salle du royaume, oui. Et Kingdom Hall en anglais, et voilà. Et puis ensuite, donc il y a la préparation à ces réunions. Donc à ces réunions, qu'est-ce qu'on fait? Donc ça commence par un cantique, ensuite la prière, le cantique. Donc on chante un chant dédié à Jéhovah. Jéhovah étant le nom de Dieu pour qui les démarque en fait des autres religions. Et puis ensuite on étudie donc je dis on parce que quand je parle des témoins de Jéhovah, je retourne dans le passé, donc je me m'inclus dedans. Donc il y a tous ces préceptes, donc on va parler de plein de choses. On va étudier aussi la tour de garde le week-end. La tour de garde, ce sont donc des publications éditées par la société Watchtower. Ah oui. Alors cette société Watchtower, donc elle est américaine, cette société. Américaine, ce mouvement provient des États-Unis, de Charles Taze Russell, qui a commencé quand, est sorti des adventistes. C'est un groupement adventiste. Ah oui. Il a emmené avec lui une partie de... vous savez, c'est au 19e, quand ces nouvelles religions qui se sont mis à étudier la Bible et à chercher des choses qui allaient... Adventistes, Amish, enfin il y a eu tout ça. Il fallait sortir de la chrétienté, du catholicisme. Voilà, il y avait des mouvements qui voulaient s'opposer. Donc ils s'étaient orientés protestantisme, adventiste, et il a créé ce mouvement. Donc, quand vous êtes témoin de Jéhovah, vous baignez dans cette culture biblique en permanence. Oui, c'est vraiment dans votre pensée. Tous les jours, on fait la prière avant les repas. Il y a les réunions, donc la prédication, ce prosélytisme. Et on doit constamment avoir une attitude relative, bien sûr, au commandement biblique, c'est-à-dire être des témoins de Jéhovah exemplaires, des chrétiens exemplaires. Alors là-dessus, pas de problème. Si vous voulez, en soi... Si on regarde le dessus de l'iceberg, c'est formidable.
Moi, d'ailleurs, si j'ai mis autant de temps à en sortir, c'est parce que il y avait en même temps des choses qui vous attirent. Alors, comment ils attirent les gens ? Avec des promesses qui sont censées se réaliser très rapidement. Par exemple, quel genre de promesses ? Par exemple, 1975, puisque moi je suis née en 67, mes parents donc ont été convertis dans les années 60. Là, il y avait donc ce livre bleu qui s'appelait « La vérité qui conduit à la vie éternelle », qui dispensait des citations d'hommes politiques et de scientifiques qui déclaraient que dans 15 ans, le monde devait s'arrêter parce qu'il y allait y avoir la famine sur la Terre et parce que... Donc, eux mettent en relation tout ce qui porte sur la fin du monde, les dangers. Alors, qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui, hein ? Et donc, avec ça fait que ils ont réussi en 1975 à faire rentrer beaucoup de gens en faisant croire que comme c'était la fin des 6000 ans de la création, ça allait certainement être une date marquée et éventuellement un moment idéal pour Dieu d'intervenir et de rétablir ce qui était prévu à l'origine dans son dessein, c'est-à-dire le paradis sur la terre et le fait que les hommes puissent à nouveau avoir la vie éternelle. Mais pour avoir la vie éternelle, il fallait être témoin. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui sont dans cette organisation et qui entrent dans cette organisation, comme on rentrait dans l'arche du temps de Noé, qui pourront être sauvés. Ce qui fait que moi, quand j'étais petite, j'entendais et je voyais des illustrations qui montraient des interventions des anges qui envoyaient, il y avait des boules de feu qui tombaient du ciel, et les gens du monde étaient détruits. Donc les gens du monde... L'apocalypse, quelque part. Oui, c'est ça. Une certaine apocalypse, oui. Mais les témoins de Jéhovah sont sauvés. Seuls ceux qui obéissent à Jéhovah et qui reconnaissent sa souveraineté sont sauvés. Donc on vous demande de vous impliquer énormément et de sacrifier votre vie présente et actuelle, parce que tous les sacrifices que vous pouvez faire à ce moment-là vont être récompensés puisqu'Armageddon arrive bientôt. Donc Armageddon, c'est la guerre de Dieu. C'est ça. Avant, il y a la grande tribulation. Énormément de gens vont disparaître, des millions de gens vont disparaître, mais des milliards. Ou des milliards, oui, absolument. Mais ceux qui sont élus seront sauvés, c'est ça. Et auront la vie éternelle. Et le paradis sur terre. Ah bon, c'est pas si simple, hein, tout est compliqué. Parce que même si vous êtes témoin de Jéhovah, on vous régulièrement aux réunions, on vous dit oui, mais vous êtes témoin de Jéhovah, mais attention, hein, c'est pas parce que vous portez le nom de témoin de Jéhovah que vous serez sauvé. Jéhovah lit dans les cœurs, donc vous devez obéir tout le temps, tous les jours, et étudier la Bible, lire les publications, prêcher, et constamment et vous épurer mentalement de tout ce qui peut provenir du monde, pour rester pur. Donc il y a un séparatisme par rapport au monde et aux chrétiens qui se disent les vrais chrétiens. Les autres sont c'est le culte impur, c'est les fausses religions. C'est ça, ce sont des fondamentalistes. Les mécréants. C'est ça, ce sont des fondamentalistes, effectivement. Des fondamentalistes. Oui, mais dites-moi, je comprends pas, eux-mêmes, ils disent qu'il faut être pur et séparé, mais ils ont des travaux, comment ils vivent? Il y a du travail, ils fréquentent le monde impur. Alors justement, c'est pour ça qu'ils se disent nous ne sommes pas une secte, parce qu'on n'a pas de gourou, quelqu'un comme chez Krishna ou dans d'autres sectes, où il y a vraiment quelqu'un qui intervient directement. Mais bon, c'est pareil, c'est très subtil, parce qu'il y a le gourou, c'est l'organisation. Hein. Oui, c'est cette organisation pour laquelle ils ont des directives précises écrites dans les tours de garde, où on demande une obéissance inconditionnelle, parce que indirectement, on vous dit vous obéissez à Jéhovah. Donc c'est vrai que quand vous avez la foi, que moi j'étais petite, on m'a appris à aimer Jéhovah. Qui commande, bien sûr. Je me dis, si j'aime Jéhovah, j'aime forcément l'organisation. Donc l'organisation, c'est ma mère spirituelle, Jéhovah, c'est mon père spirituel, et donc mes parents, je les aime, et alors je les suis dans toutes ces directives. Toutes ces directives. Et j'ai des bons moments. Alors on va parler de ces directives pour le de bon côté et le mauvais côté. Oui. Très précisément, c'est important parce que expliquer, en fait, c'est la mise en condition, la formidable et classique mise en condition qu'on voit dans tous les milieux, hélas, dans beaucoup de milieux. Et c'est intéressant, d'ailleurs, ce n'est pas le sujet du livre, ni le nôtre aujourd'hui, Sophie Grimbert, mais en politique ailleurs, qu'est-ce qu'on applique ça aussi, hein, je veux dire, c'est très répandu, ça, l'homme nouveau et compagnie. À tout de suite. On se retrouve après une toute petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. 13h29 sur Sud Radio, on est toujours dans ce face-à-face avec Sophie Grimbert qui vient nous voir aujourd'hui pour son livre Une vie d'enfer, le combat d'une femme pour en sortir. C'est publié aux éditions Max Milo et sachez que Sophie Grimbert répondra à vous, auditeurs, au 0826 300 300. Sophie Grimbert, alors justement, parlons de la conduite au quotidien. Vous dites qu'ils doivent obéir au commandement, enfin, peut-être pas 10, il y en a un peu plus, je crois. Et vous dites, effectivement, il y a du bon et du mauvais, mais parlons-en concrètement. C'est quoi les commandements? Qu'est-ce qu'il y a parmi les commandements? Je ne vous demande pas de les réciter tous, mais qu'est-ce qui caractérise justement le fait d'observer religieusement, si je peux dire, les commandements des témoins? Par rapport, il y a ne pas accepter de sang, déjà. De sang? Pas de transfusion sanguine, par exemple. Ah oui, d'accord, voilà. Oui. Ni de manger des aliments qui contiennent du sang ou de ce qui est étouffé. Donc pas de viande? Si. Si. Et il n'y a pas cachère ni ça, c'est juste il faut que l'animal soit égorgé et que le sang retourne à Dieu. D'accord. Et donc, vous ne pouvez pas manger du pigeon ni du boudin noir et ne pas recevoir de transfusion de sang ou de dérivés sanguins. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas non plus prendre votre sang, le congeler pour éventuellement, en cas d'accident, remettre votre propre sang. Ça, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Donc, c'est expliqué d'une manière tirée par les cheveux et totalement... D'accord. Sectaire. Ensuite, ne pas commettre la fornication, l'adultère, ne pas boire de façon à être sous, ne pas voler, boire, mais très modérément. Oui, voilà, la boisson n'est pas, enfin, les alcools ne sont pas interdits. Mais par contre, il ne faut pas... En revanche, côté sexuel, c'est très réglementé. Pas d'homosexualité, pas d'homosexualité. Voilà, c'est assez régi. Il y a beaucoup de choses qui ont... Il y a beaucoup d'ingérence dans la vie privée, en fait, avec toutes les publications qui vont vous dire la masturbation est interdite, est proscrite, voilà, parce que n'utilise jamais le terme interdit, à part ceux que je vous ai cités au départ. Tout le reste, c'est beaucoup plus... c'est des conseils. C'est suggéré. Alors la masturbation, non, parce que là, il y a des textes bibliques qui sont repris. Hein, d'ailleurs, on retrouve la même chose avec dans le judaïsme ultra-orthodoxe, hein, avec le sperme qui ne doit pas être... désolé messieurs, qui ne doit pas être déversé en vin ou je sais pas. Donc ça sous-entend, ils en arrivent à conclure qu'on ne doit pas se masturber. C'est ça, ouais, d'accord. Pareil pour les cunilingus, pareil pour plein de choses ils vont dans le détail. Ah oui, carrément. Voilà, si vous avez envie de rigoler un petit peu, n'hésitez pas à lire certaines de leurs publications. Oui, ça doit être intéressant. Alors bien sûr, pardon, d'un point de vue moral, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses auxquelles j'adhère. Ne pas voler, être des citoyens, comment dire... exemplaires. Pacifiques, mais ils sont régis par une théocratie. C'est-à-dire que les lois de Dieu sont toujours au-dessus de celles des hommes. Et de celles de République ou de l'État. Ah ben, les la lois République, de Dieu sont supérieures à celles de l'État. Ils ne se prosterneront pas devant le drapeau français, ils ne chanteront pas la Marseillaise, interdit de voter aussi, parce que voter, c'est prendre part à, prendre parti pour des partis politiques qui sont dirigés par Satan. Parce que le monde est dirigé par Satan. Tous les partis politiques sont donc dirigés par Satan. Oui, les religions aussi. Toutes celles qui sont en dehors du des témoins de Jéhovah sont dirigées par Satan. Satan égare la terre habitée tout entière. Et donc, si vous avez des amis dans le monde, c'est déjà, ce que j'ai dit, c'est déjà incompatible. C'est-à-dire, on ne doit pas avoir des amis dans le monde, éventuellement des collègues de travail et éventuellement assister à des pots au travail pour quand même montrer qu'on est un peu social, mais toujours rester sur ses gardes. Et c'est ça qui est infernal pour moi et que j'ai décrit dans le livre. C'est qu'en fait, on me dit oui, t'as été exclu, donc tu te sens frustré, alors tu viens critiquer l'organisation, tu viens salir le nom de l'organisation. Mais je salis rien du tout. J'explique à travers mon vécu et à travers le retour également de tous les témoignages que je reçois de gens qui me disent merci d'avoir osé
dire ce qu'on voudrait dire, mais on n'a pas la force, parce que sortir de ce mouvement, c'est tellement difficile. Parce que, oui, vous le racontez d'ailleurs. Parce que si vous êtes exclu, votre famille ne peut plus vous parler. Donc, parce que vous devenez un homme méchant, vous avez choisi volontairement de retourner dans le monde. Vous êtes comme le chien qui retourne à son vomissement, comme la truie qui va dans son bourbier de débauche. Enfin, ils reprennent les passages de la Bible, hein, tout simplement. Ouais. Et vous êtes une mauvaise influence, vous êtes dangereux, donc il ne faut pas... D'ailleurs, il ne faut pas vous parler. Ils ont des vidéos, des supports audiovisuels, oui. Où ils montrent des exemples de parents qui résistent à l'appel d'un enfant exclu. On voit la mère qui fait la vaisselle, le père qui lit son texte du jour, déjà c'est très cliché. Et ensuite, vous avez l'enfant qui est là, qui dit que finalement, si ses parents n'avaient pas tenu ferme à cette coupure, eh bien, il ne serait pas revenu. Donc pour moi, ça, c'est du chantage affectif. Et moi-même, on m'a dit, mais si tu veux revenir, si tu veux nous revoir, si tu veux revivre les moments qu'on vivait ensemble, parce que moi, j'ai fait une famille très unie. Mon frère et ma sœur, on était très unis. Et mes parents, je les aime. Bien sûr. Bon, mon père est décédé, mon ex-mari est décédé, donc je me suis autorisée à écrire ce livre et à parler de choses privées. Mais c'est vrai que c'est très difficile pour moi. Je ne le fais pas de gaieté de cœur. Sophie Grimbert, votre mère, vous la revoyez ou pas? Ma mère est toujours vivante, mais quand je vais chez elle, bon, ça fait peut-être 2 ans que je ne l'ai pas vue. Et quand je vais chez elle, il n'y a aucune photo de moi ni de ma fille. Il n'y en a que pour mon frère qui est témoin de Jéhovah. Qui est resté, lui. Oui, lui, c'est un dur de dur. Lui, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu 3 fois en 12 ans, en 14 ans. Une fois pour un mariage, une fois pour un enterrement et une fois chez le notaire. Oui, c'est c'est plus que strict, quoi. Oui, mais eux considèrent que c'est normal. C'est normal, oui, bien sûr. Ils me disent, mais tu as choisi, tu savais que si tu as été exclu, tu vivrais ça. Oui, mais moi, j'ai été élevée dans une famille qui m'a instruite comme ça. Je me suis fait baptiser à 17 ans parce qu'on me disait... Dis donc, t'as 17 ans, ça fait longtemps que tu devrais être baptisé. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des doutes? Tu sais que si Dieu intervient aujourd'hui et que tu n'es pas baptisé, t'auras pas la vie éternelle. Alors pourquoi? Vous ne vouliez pas vous baptiser, vous, à 16-17 ans? Ou pas? À l'époque, hein, je parle d'époque. J'aurais bien voulu ne pas être témoin de Jéhovah, honnêtement. J'aurais bien voulu ne pas naître dans une famille de témoins. Régulièrement, mais pourquoi je suis née dans une famille de témoins de Jéhovah? Et en même temps, je me disais... Mais quand même, les gens du monde, ils boivent. Enfin, moi, on me disait qu'à Noël, ils faisaient des orgies, que pour le Nouvel An, enfin, voilà, ils mangeaient trop, ils couchaient tout le temps, tous les uns avec les autres. Ah ouais. On me décrivait un monde. Vous voulez dire, c'était le stupre et la débauche et oui. Ouais. Bon, j'ai une anecdote dans le livre où je parle de mes parents qui nous emmènent en boîte de nuit avec ma sœur. On est à Berlin et il est minuit. Et puis, il y a juste un homme comme ça... qui danse, et puis je me dis, c'est ça une boîte de nuit, bon, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, et je me dis, mais les pauvres gens du monde, parce que nous, quand on se réunissait entre nous, c'est vrai qu'on faisait des jeux, on était entre nous, on pense tous pareil, donc on est content, c'est pas dur d'être avec des gens qui pensent comme vous. Bien sûr, c'est le safe space, comme disent les Américains, on est content, on est tous d'accord, etc. Ouais. Mais comment ça se fait que vous emmenez en boîte de nuit, vos parents? Parce que j'avais des parents assez, quand même, un petit peu... orthodoxe, on va dire. D'accord. Ouais. Et alors, l'exclusion a été dure. Alors, qu'est-ce qui a amené à votre exclusion? Vous le racontez dans le bouquin, mais dans votre livre. Ouais. Alors, je suis passée plusieurs fois devant ce qu'on appelle un comité judiciaire. Ça a changé de nom maintenant, c'est un comité disciplinaire. Comité judiciaire ou disciplinaire, ouais, c'est pas mal. Comité judiciaire parce que vous passez devant un tribunal spirituel en fait, mais c'est pour votre bien. Hein, voilà. Bien sûr, c'est toujours pour votre bien. Oui. Parce que quand j'étais fiancée, mon fiancé, en fait, accouche avec moi. Bon, moi je voulais pas, mais je décris dans le livre comment un petit peu ça s'est passé. Et donc, c'est un péché. Avant le mariage, c'est un péché. Donc on le dit à la congrégation, enfin aux anciens, parce que on a peur de jeter l'ostracisme sur l'organisation, sur la congrégation. Il faut en parler. On peut pas cacher un péché, c'est pas possible parce que Dieu vous voit, vous êtes un croyant sincère. Fondamentalement, vous aimez Dieu et vous vous dites mais non, mais j'ai commis un péché, donc il faut le dire. Donc on le dit.
Et puis bon, on nous flagelle pas, on nous tue pas. Mais on nous reprend et pendant 1 an, on ne peut plus répondre et mon futur mari n'a pas le droit de faire la prière, voilà. Et ensuite, il y a un discours qui est fait devant la congrégation et à peu près tout le monde comprend qu'il y a eu fornication et tout le monde sait à peu près qui c'est puisque vous pouvez plus répondre. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie également dans la façon dont les témoins de Jéhovah sont bienveillants. Hein. C'est une bienveillance qui est brutale et qui est très difficile à vivre. Alors voilà, mais quand vous êtes jeune et que vous avez été élevé comme ça, vous subissez les choses parce que vous vous dites que c'est pour votre bien et que vous avez péché. Donc, Et donc, mais c'est vraiment un mouvement, oui, mais c'est un mouvement absolument qui enveloppe, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le mouvement, ça s'appelle le totalitarisme. On recevait hier une essayiste qui parlait de ça. C'est voilà, vous êtes totalement prise en charge, orientée, effectivement. C'est l'obsession de la perfection aussi. Oui, et donc, moi, j'ai quitté l'école à 16 ans. Donc j'avais pas de diplôme parce que en fait j'étais pas très bien, on n'arrêtait pas de me dire et les publications disaient que quand on était jeune les grandes études c'était dangereux, que les grandes études ça servait à rien parce que de toute façon alors 1975 était passé et c'est passé sans qu'il ne se passe rien et donc après 1975 ils ont continué de dire mais que juste un moment, ce qui est non parce que vous avez parlé de 1975 qui était la grande lessive, le grande épuration, etc. Même pas d'autocritique, mais pas de dire tiens comment ça se fait 1975 est passé, il ne s'est rien passé. Si il y a eu beaucoup de critiques. Et comment ils expliquaient ça? Alors tous ceux qui ont critiqué soit ont été exclus, soit ont été traités de blasphémateurs ou d'apostats. Voilà, c'est de l'apostasie. Hein. Si vous critiquez l'organisation, vous êtes un apostat. C'est le pire des crimes en fait, parce qu'il y aura pas de pardon pour vous. Donc moi là, ce que je suis en train de faire, c'est ça. Je ne serai plus jamais pardonné. Alors ils ne croient pas en l'enfer, hein, mais je n'aurai jamais la vie éternelle, voilà. Non mais donc oui, mais eux n'ont pas. Non mais ma question était, on ne se pose jamais de questions. 75 si, a eu lieu, si vous contestez, l'organisation a des réponses. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que l'organisation est très douée pour avoir un double langage. Dans une publication, elle va dire qu'on ne peut pas calculer cette date. Dans une autre, elle va dire si on peut calculer cette date. Alors je vous passe les détails. Ensuite, dans une autre, elle va dire 74. Là, il commence à dire non, on ne peut plus calculer cette date. Mais il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'organisation en se disant oui. Bon. 75 puis, années. Après 75, quand il ne s'est rien passé, effectivement, la société a dit ah non, mais nous, l'organisation n'est pas fautive, ce sont les interprétations des frères et sœurs. Il y a trop d'anciens qui ont mis l'accent sur cette date. En fait, ils remettent la faute sur les soi-disant interprétations des adeptes. Alors Sophie Grimbert, pourquoi avez-vous été exclue et qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous le racontez très bien dans votre livre, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez été exclue? J'ai été exclue parce que, à force de constamment passer devant des comités judiciaires et de remettre en question l'enseignement, et puis je n'étais pas bien dans ma vie, j'arrêtais pas de dire à mon mari que voilà, j'ai fait une tentative de suicide, je n'étais pas heureuse, j'étais constamment névrosée, j'avais des symptômes physiques, des étouffements, ce que j'entendais me faisait sortir de mes gonds. Et comme je n'avais pas de réponse, mais comme mon fils en fait, il y a un moment donné, j'en parlerai après. Donc j'ai été exclue parce que je suis allée chez un collègue de travail qui m'a hébergée avec ma fille parce que c'était trop difficile à vivre à la maison. Et voilà, donc les anciens m'ont demandé de venir à une nouvelle réunion pour faire un conseil judiciaire. Voilà. Comme je n'y suis pas allée, j'ai reçu un message je n'ai pas répondu au message et donc j'ai attendu d'avoir le message qui me disait voilà, tu es exclu. Alors mon fils, lui, donc 12 ans après, a été exclu aussi et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre parce que je l'ai retrouvé au bout de 12 ans. Donc parce que vous l'avez pas vu pendant 12 ans. Non, enfin, je l'ai vu parce qu'il venait voir sa sœur de temps en temps, mais lui, plusieurs fois, m'a dit, quand j'allais à Paris, parce qu'il habitait à Paris, et je lui disais, bon, je suis pas loin de chez toi, je peux passer te voir. Il me disait, bah non, parce que, bah non. Mais là, il me disait très gentiment, parce que c'était horrible, parce que je sais. Mais j'ai jamais voulu faire pression. Et sur lui, parce que je refusais de le soumettre au chantage affectif. Donc, rupture avec votre fils, rupture avec vos parents? Oui. Bien sûr.
Et ça a été très dur pour vous, j'imagine, de le vivre comme ça. Bah oui, c'est très dur parce que... en fait, on me faisait porter la responsabilité de tout ce qu'on m'avait appris et ensuite de ce que j'avais rejeté. Mais moi, je pense que ça, c'est sectaire parce qu'on devrait avoir le droit de sortir d'un mouvement. Si je suis détruite, c'est mon problème. Si Dieu existe, bien sûr, ce que je ne... Voilà. Et en tout cas... Ne me dites pas que vous êtes devenu athée, du coup. Je n'ai plus de certitude, en fait. Plutôt agnostique, on va dire, pour faire court. On va faire une petite pause et on se retrouve dans 2 minutes. Avec vous au 0826 300 300, on attend vos questions au standard 0826 300 300. Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Sud Radio 13h47, dernière ligne droite dans ce face-à-face aujourd'hui avec Sophie Grimbert. Et nous avons Alain au 0826 300 300 qui nous appelle depuis les Hautes-Pyrénées. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Oui, bonjour Monsieur Bercoff et Madame Grimbert. Écoutez, j'écoutais comme ça votre émission et ça m'a rappelé en fait une nuit agitée dans un centre hospitalier où j'exerçais il y a 15 ans. Oui. Une jeune femme de 28 ans qui, au décours d'un accouchement, avait un saignement catastrophique au niveau de son col. Et donc j'ai passé un certain temps à essayer de régler le problème. Oui. Et puis bien sûr, elle a été transfusée. Et je suis sorti de ma garde, éreinté. Et le matin même, un coup de sonnerie à mon domicile. Oui. Et je vois 2 personnes débarquer et puis venir me faire l'apologie des témoins de Jéhovah et m'expliquer qu'il ne faut pas transfuser, etc., etc. Bref. Ouais. Et donc là, je me suis dit, bon, sûrement qu'il y a des connexions entre les centres de transfusion peut-être et puis cette organisation. Et je les ai assez vivement fait déguerpir en faisant comprendre exactement que bon, j'avais autre chose à faire qu'écouter leur litanie, parce que j'ai cru faire mon devoir et sauver cette femme avec l'aide aussi de transfusion, etc., etc. Bien sûr. Voilà. Donc ça a été un effet un petit peu de rappel vaccinal là, cet entretien que vous avez avec Madame Grimbert. Ouais. J'en ai profité pour en faire part. Oui, allez-y. Merci Alain. Merci Alain. Oui, alors moi-même j'ai eu 2 enfants et lors de mon accouchement, j'ai signé une décharge parce que je croyais qu'elle était juridiquement valable alors qu'elle ne l'est pas du coup. Parce qu'effectivement, oui, j'aurais refusé une transfusion sanguine. Et ils ont créé un comité de liaison hospitalière pour permettre aux médecins, enfin, ils sélectionnent des médecins à qui ils présentent des arguments et avec des pseudo-connaissances scientifiques qui ont d'ailleurs été très critiquées par je sais plus les termes exacts des médecins, de l'ordre des médecins, en disant ils font des DVD, ils montent des dossiers scientifiques pour essayer de convaincre le maximum de médecins que le sang... Pour combattre la transfusion sanguine. Oui, pour combattre, pour expliquer leur position et c'est vrai que ils ont aussi des avocats très très forts et je suis très surprise que le lendemain ils soient déjà venus chez vous. C'est parce que ils sont très très forts et ils deviennent de plus en plus puissants au niveau juridique. Ils gagnent des procès grâce à la Cour européenne des droits de l'homme qui défend toutes ces organisations contre les victimes elles-mêmes. C'est le monde à l'envers, mais ça pas que chez eux et pas que pour les témoins de Jéhovah. Oui. Merci Alain pour votre appel. On accueille Carole qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonjour Carole. Bonjour Carole. Oui, bonjour. On vous écoute Carole. Alors voilà, je voulais témoigner parce que je suis moi-même ancienne témoin de Jéhovah, excommuniée également. Alors après, je peux comprendre tout à fait la réaction de votre invité dont j'ai complètement oublié le nom. Sophie Grimbert. Oui, allez-y. Sophie Grimbert, voilà. Alors je peux comprendre que pour elle ça a été un enfer parce que ça a été le cas pour moi où j'ai eu beaucoup de brimades en fait quand j'étais jeune et de restrictions et c'est souvent que moi aussi je me suis dit c'est dommage que j'ai été élevée dans une famille témoin de Jéhovah. Alors je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants.
J'ai été baptisée à l'âge de à peu près de 17 ans, comme Madame Grimbert. Ouais. Par contre, mes 3 autres frères et sœurs n'ont jamais ont été élevés comme moi, mais n'ont jamais pris position en tant que témoin de Jéhovah. Alors, par contre, à contrario de Madame Grimbert, j'ai toujours gardé des relations avec ma famille. Parce que mes parents ont eu l'intelligence de poursuivre ce lien, on va dire, indissoluble du sang. Voilà. Alors moi-même, j'ai pris des positions très farouches contre ça, contre l'excommunication. J'avais ma meilleure amie qui était ma témoin de mariage, je suis moi-même divorcée, que j'ai perdu de vue à cause de ça, parce qu'elle a été excommuniée. Et je me suis toujours révoltée contre ça, et je trouve ça très révoltant que ce lien du sang ne soit pas primordial par rapport au lien spirituel. Je trouve ça inadmissible en fait. Et ce n'est pas du tout en adéquation avec les écritures bibliques. Ah oui, oui, enfin, renier sa famille ou que sa famille vous renie, c'est peut-être pas très sain, en tout cas, si on peut dire. Pas du tout, dans tous les sens du terme. Voilà, pas du tout équilibré. Alors, je n'ai pas lu encore son livre. Hein. Ben, lisez-le, c'est un... Voilà. Alors, je vais me contenter de mon expérience. Voilà. Après, voilà, je garde les bonnes choses que j'ai apprises, comme elle le sait sûrement, des valeurs morales, certaines valeurs spirituelles, peut-être différentes de ce que j'ai appris. Voilà. En tout cas, moi, j'ai travaillé sur moi-même. J'ai suivi plusieurs, alors pas des thérapies, mais j'ai beaucoup de travail par rapport à des lectures. Des soins sur des médecines naturelles, etc., qui m'ont libéré les mémoires du corps, et je veux dire, ça a été très libérateur pour moi. Et écoutez, je l'encourage à poursuivre son chemin, je la remercie pour son témoignage. Voilà. Merci à vous, Carole. Aussi. On accueille Didier de Romainville. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Oui, bonjour David, bonjour Sophie et bonjour Monsieur Berkoff. Moi, j'aimerais juste savoir comment est fêté Noël chez les témoins de Jéhovah. Comment on fête Noël chez les témoins de Jéhovah? On ne le fête pas. On le fête pas. On fête pas Noël. Non, pas Noël, pas les anniversaires, pas le jour de l'an, pas carnaval, aucune fête parce qu'elles sont païennes d'origine. Ah d'accord. Même la fête de Noël est considérée comme païenne. Oui. Ouais, parce que bon, c'est le solstice d'hiver, ça n'a rien à voir avec la naissance de Jésus, et puis que pareil, la croix, Jésus n'est pas mort sur une croix, donc la croix c'est un symbole satanique. Moi j'ai. Ah Jésus, non mais c'est on connaît pas. Jésus n'est pas mort sur une croix. Non, il est mort sur un poteau, sur un poteau. D'accord. Voilà, dans cette position, plus exactement. D'accord. On a une question sur le Facebook qui vous dit, vous avez parlé de médecine, est-ce qu'on a le droit d'être médecin quand on est témoin de Jéhovah? Oui, mais alors, moi je sais que de mon temps, parce que j'ai l'impression d'être un dinosaure, c'était quasiment impossible parce que pour suivre des études de médecin, il fallait adhérer à la théorie de l'évolution. Et alors, je sais qu'ils en ont maintenant. D'ailleurs, c'est vrai que en 98, j'ai regardé, il y avait le pourcentage des bac plus 5, c'est de 2,3 et chez les hommes, pas chez les femmes. Donc moi, je peux vous dire que 2,3%, vous voulez dire? Oui, 2,3% d'hommes qui ont un bac plus 5. contre les études supérieures, etc. Oui, c'est pour ça tout à l'heure, j'ai pas été jusqu'au bout, mais j'ai arrêté l'école à 16 ans. Donc après, quand j'ai quitté, j'ai repris mes études. J'ai un bac plus 5 maintenant. Et donc. D'accord. Ouais. Je voudrais qu'on prenne peut-être Yvette. Bonjour Yvette de Perpignan. Bonjour Yvette. Très rapidement, Yvette, dites-nous, on vous écoute. Oui, bonjour moi, Yvette. J'étais témoin de Jéhovah. Oui. Je suis partie de moi-même. On m'a pas embêté, je suis partie de moi-même parce que j'étais incapable d'obéir à tout ce qu'on me demandait. C'était trop pour moi. Mais je suis restée chrétienne. Et en tant que chrétienne, je rends à Dieu ce qui est à Dieu, mais à César ce qui est à César. J'habite en France par hasard. Je suis citoyenne du monde, je le dis bien, parce que j'obéis au règlement intérieur de la France, qui est normal puisque j'y habite. Mais par contre, s'il est 2,2 milliards de chrétiens, s'il est 1 milliard de musulmans, s'il est 1 milliard de judaïsme, et si les restes, on a rendu à presque 5 milliards, obéissez ne serait-ce qu'à la Bible ou au Coran, il y a marqué tu ne tueras point, et tu respecteras tous ceux qui se meuvent sur la terre, eh bien aujourd'hui, M. Berkoff, on aurait la paix. Ah, si, vous savez, si tous les gars du monde voulaient se donner la main, vous avez raison, si, chère Yvette, malheureusement, ce n'est pas le cas, et je ne sais pas si ce sera demain le cas, donc il faut être extrêmement vigilant, et je remercie Sophie Grimbert, parce qu'il fallait l'écrire, ce livre, qui n'était pas facile à écrire, je veux dire, facile à dire ce qu'elle a vécu, parce que écrire, oui, mais le vivre, ce n'est pas simple. En tout cas, vous avez réussi vos combats. Oui, merci. Bon, ma famille a parfois fait preuve de
comment dire, j'ai pu voir mon père et ma sœur, quand même. Grâce à ma fille, voilà. Tant mieux. Merci. Merci Sophie Grimbert d'avoir été avec nous. Je rappelle ce livre, Une vie d'enfer, c'est aux éditions Max Milon. André, vous vouliez rendre hommage à quelqu'un, je crois. Oui, je voudrais rendre hommage à vraiment quelqu'un qui est décédé ce matin d'un AVC et qui était une collaboratrice, je dirais, de l'émission, Michèle Rivasi, députée européenne, et Europe Écologie Les Verts, qui est morte à 70 ans ce matin, qu'on a reçu très souvent dans cette émission, et qui était quelqu'un de formidablement courageux, qui était lucide, qui a parlé des problèmes avec Ursula von der Leyen, Pfizer et tout cela. Elle dénonçait, elle parlait, et elle prenait toujours position, et surtout, elle travaillait formidablement. Et vraiment, rendons hommage à Michèle Rivasi, une femme d'exception. Et il y aura un moment de recueillement au Parlement européen aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain de midi à 14h. André Berkoff. Et puis tout de suite, c'est Brigitte Lay sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.